monde, salut les épicurieux. Vous savez quoi? Je viens de commander cet appareil. Alors c'est quoi? Ben, c'est un chauffage diesel. Alors pourquoi un chauffage alors qu'on est déjà chauffé? C'est la question du jour. Ben, j'y réponds tout de suite. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes, de mettre des commentaires, merci. Eh bien, si vous suivez notre chaîne, vous savez qu'on a eu des problèmes de chauffage avec le Truma. On a un Truma 6000 et on est tombé en panne de Truma cette année lors de notre dernière sortie d'un voyage qu'on avait fait vers le Caucase. Et en plein hiver, et notamment dès l'Italie, il n'a plus marché. Je vous renvoie à cette vidéo que j'ai faite à ce sujet. Il n'a plus marché, on a trouvé la cause de la panne, bien que il y a néanmoins un problème avec le chauffage au gaz. C'est que lorsqu'on se chauffe avec du GPL, eh bien, il a du mal à fonctionner quand il fait froid. Alors comme on continue à se chauffer avec le gaz parce qu'on n'a pas d'autre choix, tant qu'on n'est pas autonome en électricité, ce qui n'est pas le cas et on est loin d'être dans ce cas-là, j'ai commandé ça. Alors ça, c'est un produit que je connaissais pas et que j'ai découvert chez Vevor et il est très bon marché premièrement, deuxièmement il marche au gasoil, on le remplit par là et on le commande ici, il marche sur 12 volts pour la ventilation et on le commande avec une télécommande dans le camping-car. Je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais vous montrer tout ça et je vais commencer par, évidemment, le sortir de son paquet pour montrer ce qu'il y a dedans, parce que c'est un kit complet. Et ensuite, je vous montrerai les essais que j'ai fait pour vérifier que, avant de l'installer, c'est possible. Et puis, après, je l'ai installé, je vais vous montrer l'installation et je vais vous montrer les résultats finaux. Alors, au passage, je vous dis tout de suite, c'est non seulement bon marché, mais en plus, c'est très facile à installer. Alors, où je l'ai installé, c'est la surprise. Alors, allons-y. Voilà le paquet que j'ai reçu aujourd'hui. On va ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Nous avons ici des bouches d'aération, ventilation, une notice et dans le carton, tadam! Voilà ce qu'il y a dedans. Bien emballé. Un système de branchement électrique, des accessoires et la télécommande. Dans les accessoires, un tuyau d'échappement, des systèmes de fixation avec des colliers. Voilà, ça semble être très complet. On va voir la notice pour voir comment le mettre en service. Le pack fourni est donc très complet et vous n'avez rien à ajouter. On pourra remarquer quelques informations importantes. La dimension, 15 cm de large, 41 cm de haut, 38 de long. Le poids, léger, 8,3 kg, le réservoir de 5 litres. Remarquez la puissance importante de 8 kW. Il existe d'autres versions à 5 kW ou à 2 kW. Un élément non négligeable si vous voyagez dans les Andes, puisqu'il peut fonctionner jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Pour enlever le capot, il faut enlever des deux côtés les fixations. Et voilà la bête. Le réservoir de gasoil, le brûleur, le système de contrôle. On découvre ici sous l'appareil deux tuyaux. L'un, celui que je vous montre en premier, est destiné à l'évacuation des gaz brûlés et l'autre à l'aspiration de l'air qui vient de l'extérieur. Les deux tuyaux sont reliés à l'extérieur. Le réservoir est amovible. On a des points de fixation possibles de part et d'autre, ce qui permet de le stabiliser dans la soupe par exemple. Une fois alimenté en 12 volts, on peut le commander, et ici avec la télécommande qui est là, et avoir ici toutes les informations une fois qu'on aura allumé ici. On va voir aussi tout ça dans l'installation. Je vais faire ici un essai à blanc. Avant toute installation, je vérifie que ça fonctionne et que ça fonctionne bien. Donc j'ai branché l'alimentation électrique ici avec un plus sommairement posé ici. On peut remarquer ici le fusible monté d'origine. Et un moins
sommairement posé ici. Voilà, donc je vais juste vérifier que ça fonctionne bien. Alors pour éviter de m'intoxiquer, je laisse la porte ouverte ici, mais je vais faire les branchements plus tard, puisque en fait il y a ici l'évacuation des gaz brûlés et l'aspiration des gaz. Donc pour l'allumer, en fait il faut appuyer ici. Donc il m'indique l'indication de la température actuelle dans l'environnement et il va se lancer. Donc je l'entends qui se met en marche et vous entendez aussi le ventilateur se mettre ici en fonction. On va attendre, voir ce qui se passe. Donc là il y a une période de préchauffage, j'imagine. Les bougies de préchauffage du gasoil se mettent en fonction. Ça augmente un peu la température, d'où l'élévation de la température ambiante. Là, il y a un affichage d'heures. Je pense qu'on peut programmer le chauffage ici. La durée de chauffage peut-être ici. Et il y a une connexion Wi-Fi avec le smartphone. On va voir ça plus tard. Et puis, il y a la possibilité de le mettre en mode automatique ou mode manuel. Ici, il y a 3 boutons. Alors, on les voit pas bien, mais il y a 3 boutons ici. Un plus, un moins et un mode. Donc ce qui permet de faire des modifications au niveau de ce tableau. Alors ce tableau il est collé ici et moi ce qui m'intéresse c'est de le déplacer parce que ma foi ça prend la température de l'endroit où je vais le mettre ça. Et ça je vais pas le mettre là au milieu du camping-car. Je vais le mettre ailleurs et pourtant c'est ça que je vais devoir déplacer. Alors hop il se met en marche. Voilà, vous êtes en temps réel ici et vous entendez un bruit qui se trouve en fait ici, là derrière, il y a une pompe. Il y a une pompe qui pompe le gasoil. Alors ça c'est un bruit qui est malheureusement permanent, mais il reste assez discret quand même, puisque à l'endroit où je vais le mettre, et je vais vous le dire tout de suite maintenant, c'est pas dans la cellule, mais dans la soute. Et dans la soute sous le lit, ça va quand même sacrément atténuer ce bruit, y compris celui de la ventilation. Voilà, la température monte assez rapidement. Tout a l'air de fonctionner. Je vais l'arrêter parce que je vais m'intoxiquer ici. Même si la porte est ouverte, il y a ici des échappements et je vais arrêter ça et l'installer. Alors pour le fonctionnement, j'ai une télécommande que je peux avoir à distance. Donc ici, je vais tout simplement je vais tester avant plus ou moins. Donc vous voyez, je peux régler la température que je décide. Là, je la mets à 21, 22, 21, je vais la redescendre ici à 20. Et je vais l'arrêter. Voilà, il est en off. Alors en plus d'installer ça, j'ai prévu de mettre ici un extincteur à proximité parce que je me dis que s'il y a du gasoil qui s'échappe et tout, on sait jamais s'il y a une étincelle. Bref, c'est une sécurité, ça coûte pas très cher et je vais donc l'installer pas très loin lorsque j'aurai fini l'installation. Alors, en dehors de ça, la première chose que je vais faire, c'est d'aller placer cette alimentation, remarquez ici donc le fusible, et je vais le mettre dans la cellule. Alors, il faut que je passe ce fil à l'intérieur, là, derrière ça, c'est le lit. Donc, je vais passer par là, je vais enlever ici le volet pour que l'air chaud puisse partir facilement. Et puis ensuite, je vais faire les trous, je vais le positionner. Pour faire ensuite les trous qui vont permettre de faire l'arrivée d'air et les échappements et puis ça sera pratiquement fini parce qu'après j'ai juste à mettre ici le conduit que je vais faire ici. Donc tout ça va être calé le plus loin possible pour me réserver la place, mais en même temps il faut que je prévoie de pouvoir le remplir ce réservoir. Je le ferai avec une bouteille si nécessaire et il faudra le remplir régulièrement pour le chauffage. Pour la partie alimentation 12 volts, j'ai démonté la prise qui va de son lit pour faire passer le câble ici. Bon, je vais récupérer le câble ici et mon projet c'est donc de le faire remonter ici et de rejoindre en fait l'alimentation par la prise USB que vous voyez ici. Bon, ceci a été abandonné parce que la tension relevée au niveau de la prise USB n'est pas suffisante pour alimenter le chauffage qui a besoin d'avoir ces 12 volts bien tassés.
Voilà mon installation. Donc j'ai fait une arrivée par le dessous du camion du 12 volts avec sa masse provenant directement des batteries auxiliaires. Vous avez vu l'arrivée de ce câble au niveau du chauffage. Le voilà qui est arrivé en fait sur le siège de la dinette. Et donc il y a un fil positif qui va aller chercher la sortie du manager que j'ai là, qui permet de réguler la distribution du courant qui vient soit de la batterie 1, soit de la batterie 2. Et j'ai fait passer le fil de masse ici, directement à la masse, qui est la masse principale ici. Voilà, l'installation électrique est finie. Et j'ai même installé une autre alimentation qui va directement aux 12 volts de la batterie de démarrage, parce que évidemment je peux alterner l'un et l'autre pour le cas où la batterie auxiliaire serait à plat, ou le contraire d'ailleurs. Et donc j'ai fait une installation qui me permet, notamment grâce à cet interrupteur, qui permettra donc de faire le choix entre batterie auxiliaire ou batterie démarrage. Pour assurer une circulation libre, j'ai enlevé le volet ici, car le projet c'est effectivement de mettre maintenant avant tout la bouche de ventilation. Je vais la mettre comme ça avec le petit cache qui est prévu et qui va être juste à la dimension pour rendre l'ensemble circulant ici et sans perte de flux. Et en faisant ça, je me suis dit du coup ça va cacher ici, si je fais comme ça, je cache l'écran. Et du coup c'est embêtant parce que j'aurais bien voulu le garder et le voir. Alors du coup j'ai démonté ici et je m'aperçois qu'en fait il est simplement fixé sur la paroi. Donc en fait je peux l'enlever et le déplacer avec ici une rallonge de ce câble, parce que ça me permettra de mettre finalement ce petit écran à l'intérieur du camping-car. Alors je vais pas le faire tout de suite, je le ferai plus tard, parce que là il faut un fil 3 brins, enfin un câble 3 brins, et faire un recard propre, et j'ai pas ça, donc je vais le faire plus tard. Pour l'instant je vais faire l'installation comme j'ai prévu. Alors j'ai un problème de liaison étanche entre l'arrivée de l'air chaud ici et le départ vers la cellule. Et si je le fixe comme ça, vous voyez, c'est pas très jointif. Et j'ai peur que j'ai une perte de flux qui va s'échapper par là. Et comme c'est de l'air chaud qui va venir là, je peux pas mettre simplement un joint qui serait sensible à la chaleur. Il faut que je trouve une solution. Et la solution, c'est de rendre un peu plus étanche en enlevant les petits picots qui sont là, qui servent en fait à visser dans la conduite ici, mais que je le ferai ensuite. Je vais le coller ici correctement et je vais pouvoir visser en fait avec ça, et puis je fixerai des vis ici. Allez, au boulot, j'enlève tous les picots pour que ça puisse adhérer sans espace à cette embase. Et voilà, j'ai limé tous les picots pour assurer une jonction parfaite ici. Donc là j'ai plus d'air qui peut passer, hein. C'est complètement fermé, étanche. Je vais plutôt mettre une colle mastic ici. J'utilise pour ça ce type de produit. Là je vois que je l'utilise régulièrement. J'en débite des petits bouts, c'est pour mélanger ici la résine avec le durcisseur. Et ma foi, c'est très pratique. Et il faut évidemment éviter que ça sèche, hein, mais c'est très pratique. Je vais l'utiliser pour mon projet. J'en ai découpé un petit bout, ça suffit. Ça, j'ai remis le petit capuchon. Maintenant, j'ai plus qu'à mélanger les deux. Et je vais le faire. Il ne faut pas que ça traîne trop longtemps, parce que en fait, ça durcit assez vite. Donc ici, il faut bien mélanger les deux. Voilà, quand ça commence à coller comme ça au doigt, c'est que c'est bon. Donc je vais le mettre tout en tour, en cercle. Et je vais appuyer dessus, attendre que ça prenne, parce que c'est même assez rapide. Bon, j'essaie de répartir à peu près de manière équivalente partout. Je vais écraser pour que ça déborde. Et il faut le faire dans un temps relativement court, ça dépend de la température extérieure. Là il fait pas trop chaud, donc j'ai encore le temps. Mais une fois que je vois que ça durcit un peu, il faut se dépêcher. Là je sens que ça devient un peu plus dur, donc je vais me dépêcher de mettre
l'autre partie et d'appuyer bien fort, plutôt centré, c'est mieux. Et je vais appuyer bien fort, en prenant soin de bien laisser les trous de fixation bien dégagés. Appuyer un peu au maillet. Je vais finir d'étaler l'intérieur. Il faut que je le mette perpendiculaire parce que je vois que là, il est un peu tordu. Pendant que c'est mou, il faut en profiter. Voilà. Cette fois, ça me paraît au point. Bon, ça va, c'est plat. Bon, et bien c'est raisonnable, c'est bien. Cette fois, c'est ok. J'ai plus qu'à le visser ici pour le fixer contre la paroi. On n'a plus qu'à le visser. Et voilà. Bon, j'ai même pas besoin de mettre de vis là en fait. Hein. Ça tient très bien. Bon, je vais mettre histoire de sécuriser, j'ai quand même mettre des vis. Mais là, c'est du costaud. Hein. J'ai peur que ça bouge un peu dans les mouvements dans la soute, mais c'est bon. Bon, il faut que maintenant que je détermine les trous à faire dans le plancher de la soute pour arriver à faire passer l'arrivée d'air et l'échappement. Je vais faire les marques et faire les trous. Avant de faire les trous, il faut que je sache quel est le diamètre. Donc en fait, c'est ces tubes ici. C'est le tube d'évacuation de l'air vicié, le tuyau d'échappement. Hein. Donc il est près de la bouche de la ventilation. Il faut suivre le schéma. Et le tuyau, il va passer au travers. Et je vais y mettre un collier ensuite. Mais voilà, donc ça c'est le tuyau d'échappement. Et là c'est le tuyau d'arrivée d'air. Alors le tuyau d'arrivée d'air, c'est pareil. Il a le même diamètre, je crois. Donc je vais vérifier qu'avec ma cloche que j'ai ici, ça correspond au diamètre. Il va peut-être passer en force, alors que celui-là, il va peut-être mieux passer. Celui-là, il est un peu plus souple. Mais je préfère peut-être le passer en force plutôt que de faire un trop gros trou, parce que l'autre cloche que j'ai, elle est beaucoup plus grosse. Et après, il y a le problème de l'eau aussi par-dessous qui peut arriver. Donc je préfère que ce soit un peu en force. Voilà, et là, bien propre, on va faire le deuxième. Alors ça, c'est celui qui est censé faire passer ça. Bon, il va passer, pas de souci. On va faire l'autre. Et voilà le deuxième. J'ai mes deux trous, échappement et arrivée d'air. J'ai fixé mes deux tuyaux. L'échappement, c'est plus important d'être bien serré. Les deux sont serrés ici. Maintenant, il faut que je les passe dans les trous là-bas en redressant l'appareil. Ça va pas être évident pour l'un, mais bon, pour l'autre, ça devrait facilement y aller. Bon, ça rentre assez facilement en fait. Hein. Faut être plutôt deux ici, un qui tire dessous et l'autre qui pousse dessus. Mais comme je suis tout seul, je vais quand même y arriver, me débrouiller, mais rentrer un peu en force. Bon là avec une seule main parce que je filme en même temps, en plus c'est pas pratique. Allez, je vous montre ça une fois fini. Ben voilà, c'est passé dessous. Ils sont un peu tordus et pourtant j'ai bien pris les mesures, c'était des bonnes distances normalement. Mais bon, c'est pas gênant, hein, c'est des conduits souples. Oh, maintenant que les tuyaux sont passés dessous, plutôt que d'aller m'occuper de dessous, je vais finir ici parce qu'il n'y a plus grand chose à faire. Je vais utiliser ces vis autoforeuses pour fixer les deux côtés et puis mettre ici le tuyau de ventilation. Et puis plus tard, de l'intérieur, je prendrai l'alimentation 12 volts. Et ça sera pour l'instant fini pour la soute. Je vais finir après l'intérieur et le dessous. Tout est fixé. Deux vis ici, le collier. Voilà, l'ensemble est fini.
je vais m'occuper du reste. Cette fois, tout a été installé pour la partie soute. Pour ceux qui se demandent à quoi sert cette prise, c'est une prise 220 pour avoir le 220 dans la soute, mais surtout parce que ici, il y aura ici, il y aura la Delta 2 que je vais recevoir et qui va permettre d'alimenter tout le camping-car en 220 par le réseau 220 du camping-car. Ce qui évite d'avoir la centrale électrique dans la cellule. Ici, elle est sur la soute, et donc tout est rangé dans cet ensemble-là. Quand même plus pratique. Pendant que j'y étais, j'en ai profité pour mettre un extincteur dans la soute, au cas où. Alors pour la partie de dessous, ça c'est la caméra qui me permet de surveiller le porte-à-faux depuis le tableau de bord. Donc là c'est la prise d'air et là c'est l'échappement avec le silencieux un peu décalé et on passe dessous facilement pour pas que ça chauffe et que ça brûle. En fait cette disposition je l'ai changée par la suite, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Allez, c'est parti. Alors avec la télécommande, j'appuie sur on. Ah ben ça marche. Bon, je mettrai après, je mettrai l'heure juste, etc. Là, on va tester simplement le chauffage. Donc, je vais me mettre au maximum. Voilà, c'est au maximum. Donc, on va voir ce que ça donne avec la ventilation qui s'est mise en marche, on l'entend. Je vais vérifier sous le camion que le tuyau d'échappement fonctionne bien. Vous voyez, on l'entend bien. Et je décide maintenant de m'attaquer à la rallonge de ce tableau de commande pour l'amener à l'intérieur du camping-car. Je vais tout installer dans la cellule près du lit. Voilà pourquoi j'ai enlevé la commande du chauffage ici. Alors je vais devoir faire une rallonge qui va permettre d'envoyer le câble de commande avant de les relier ici, de mettre un intermédiaire entre les deux pour arriver jusque dans la cellule. Je vais placer ça à côté du lit pour pas faire un truc très très long et néanmoins fonctionnel. Remarque pour ceux qui se lanceraient dans ce type de travail, la commande ici, ce boîtier, il est simplement avec un double face collé ici. Et donc j'en ai un peu bavé pour comprendre comment c'était installé. Je pensais que c'était juste clipsé, ben non. Il a fallu que je tire dessus finalement pour m'apercevoir que c'est collé double face. Donc une fois qu'on l'a décollé, ça tire, on débranche ici et c'est bon. Pour faire ma rallonge de commande, je vais utiliser cette gaine que j'utilise sans arrêt. C'est une gaine de récupération de téléphone. Donc ça correspond au câblage qui me convient, ça correspond au même ici. Enfin moi il me faut 3 brins. Donc ici j'en ai même plus, je vais utiliser 3 brins. Et pour le reste, je vais utiliser des gaines thermorétractables ici pour les connexions que je vais faire avec ça et que je vais en fait souder à l'étain. J'ai besoin en fait d'une rallonge de 1,50 m et que je vais mettre ici entre ce point là et ce point là et faire ensuite le raccord directement vers le chauffage. Après avoir dénudé tous les fils aux deux extrémités, je n'ai plus qu'à les souder. Je n'oublie pas de mettre une gaine thermorétractable pour assurer l'isolation des fils entre eux. Je fais pareil de l'autre côté et à l'autre bout du câble et j'ai maintenant ma rallonge finie. Je n'ai plus qu'à la raccorder depuis le chauffage jusqu'au pied du lit avec cette rallonge qui arrive facilement. Comme je dispose de 6 sondes que je peux repérer sur mon smartphone et grâce à la station de base, ils sont reliés, je vais placer les 6 sondes à 6 endroits différents, notamment 5 au niveau des bouches de ventilation et une autre sur la dinette. Et je vais la laisser ici à côté de la station de base pour qu'elle prenne la température de la dinette. Voilà, je suis juste à côté des fauteuils. Et je vais donc mesurer la montée de température des sondes au niveau des bouches de ventilation quand je mets le chauffage en continu et de voir à quel moment on atteint une température intéressante au niveau de la dinette ou dans tout le camping-car, enfin au niveau des bouches en tous les cas. Voilà, donc je vais avoir tous les résultats ici. Je vais faire des copies d'écran régulièrement et je vous tracerai les courbes du résultat obtenu. Je vais vous montrer dans un premier temps où je place les sondes. Pour cette première série de mesures, j'ai choisi de placer dans les bouches d'aération de ventilation. Donc une sous le lit, l'autre dans les toilettes, l'autre sous la cuisine, à l'entrée, sous la table de la dinette et enfin sur la table de la dinette elle-même. Et pendant ça là, on enregistre les données
Donc je fais des copies d'écran ici et je vais faire un tableau avec les courbes et les résultats qu'on obtient. Pour cette série de mesures, j'ai choisi de mettre le chauffage au maximum, c'est-à-dire le niveau 10. Voici les mesures enregistrées au bout d'une demi-heure. On constate que les courbes sont assez similaires dans la progression de la température, mais elles sont très différentes au niveau de la température atteinte. Vous remarquez que la bouche qui est la plus proche du chauffage, elle démarre à 14 degrés pour finir à 56 degrés. C'est elle qui chauffe la chambre. La deuxième intéressante, c'est celle qui tombe sous la table de la dinette. On passe de 15 degrés à 21 degrés en une demi-heure. C'est pas mal. Pour les autres sondes, on s'aperçoit que la température ne varie pas. En fait, la ventilation du chauffage va directement soit sous le lit, soit directement sous la dinette. Ce qui est pas mal parce que finalement, le projet global, quand on met le chauffage, c'est soit de chauffer la chambre, soit l'endroit où on vit dans la dinette. Toutes les températures sont atteintes et elles continuent à monter. Donc maintenant, il faut que je règle le dispositif pour que lorsque une certaine température soit atteinte, ça s'arrête sans que je sois obligé de le faire manuellement. Je vais donc aborder maintenant ce sujet. Je décide maintenant de me mettre au niveau 1 et de voir ce qui se passe au niveau des bouches. Eh bien, je constate que la régulation est assurée. Toutes les bouches se mettent à avoir une montée en température qui va se stabiliser au niveau d'une valeur qui m'intéresse et qui est correcte par rapport à ce que je recherche. On peut aussi remarquer qu'il a fallu une petite demi-heure pour arriver à cette régulation et ensuite ça se continue sur le temps, dans la durée. Effectivement, la température continue à monter tant que celle qui est choisie au niveau du tableau de contrôle n'est pas atteinte. Pour cette dernière mesure, je vais mettre au niveau 1 et je vais mettre les sondes tout en hauteur. Je garde néanmoins la 1 au niveau de la sortie de la bouche qui est la plus chaude à la sortie proche du chauffage. Je mets la 2 dans la chambre au-dessus du lit. Je mets la 3 dans le cabinet de toilette. Je mets la 4 dans la douche. Je place la 5 au-dessus de la dinette. Et je place la 6 au niveau de la cabine. Et on va voir ce que ça donne dans la durée. On peut alors constater que si la température monte très régulièrement, elle reste relativement faible si je suis au niveau 1. Voilà pourquoi j'entame maintenant une nouvelle série de mesures et en mettant au niveau 5 pour le démarrage et peut-être ensuite de revenir au niveau 1 pour garder cette température stabilisée qui me conviendrait beaucoup mieux. Ces résultats me conviennent tout à fait. Les températures dans l'ensemble de la cellule sont très satisfaisantes. Vous remarquez que la douche et la chambre sont à des températures un peu plus élevées que tout le reste. Ceci me convient très très bien. Après l'arrêt du chauffage, si l'on continue à prendre des températures au niveau des bouches, on voit que ça dure pendant une demi-heure sans trop varier vers le bas. Voilà, après plusieurs heures, là je suis à peu près à 6 heures d'utilisation en continu. J'ai ici un niveau, alors on ne voit pas bien le niveau pour essayer d'évaluer la consommation de gasoil. On voit que le niveau est arrivé ici après 6 heures. Le total c'est 5 litres, je l'avais mis ici à 5 litres. Donc vous voyez que j'ai consommé à peine l'équivalent d'un demi-litre après 6 heures. Voilà maintenant que ça fonctionne depuis maintenant bientôt 10 heures. Et vous voyez que le niveau atteint est à peu près la moitié, donc j'ai à consommer à peu près 2,5 litres. Bon, les mesures que j'ai vues par ailleurs faites montrent que si on laisse ici toute une nuit, on aura au niveau 1 de consommation 1 litre. C'est-à-dire que là j'ai pratiquement une semaine de consommation de gasoil pour un chauffage en continu pendant une dizaine d'heures par jour. Donc c'est quand même très peu et très efficace. Donc mon système est très fonctionnel et je suis très satisfait. Là je regarde la chaleur, c'est chaud évidemment puisqu'on est autour de 60 degrés ici. Donc il faut éviter évidemment de mettre des objets qui craignent à côté, de la nourriture par exemple. Donc moi j'ai prévu ici un petit extincteur en cas de besoin. Voilà l'installation finalisée et fonctionnelle. J'ai changé d'avis, j'ai déplacé le chauffage en l'inversant, en le mettant ici tout simplement parce que maintenant je vais avoir accès au remplissage du gasoil dans le réservoir directement
pratiquement au niveau de la porte, parce que là-bas c'était un peu trop au fond. Du coup, j'ai dû déplacer tous mes câbles, et notamment déplacer la prise pour la mettre ici plus haut, parce que là elle aurait dérangé, parce que je peux ainsi ouvrir le coffre. Voilà la nouvelle disposition et qui me convient mieux. Là maintenant, j'ai plus qu'à reboucher les trous ici, et par le dessous et par le dessus. Mais il faut garder l'étanchéité, notamment avec la pluie par dessous par exemple. Pour reboucher les trous, je vais utiliser ce que j'ai enlevé pour les remettre. Puis je vais les remettre par dessous, puis je vais mettre une plaque dessous, une plaque dessus, avec un bon joint pour éviter que l'humidité rentre ici. Bon, ça c'est le nouvel emplacement. Avec les trous que j'ai fait. Remarquez ici que j'ai laissé un espace tout autour parce que je me suis aperçu que sur l'ancien trou, en fait c'était très très serré et ça a un peu cramé. Du coup je fais attention de laisser l'air circuler pour éviter que ça brûle quoi. Bon, c'est un élément de sécurité auquel il faut faire peut-être attention dans le suivi. Ce que je vais faire plus tard. Bon, là, je vais déjà me contenter de boucher. Du coup, ayant constaté ça, je vais mettre du mastic réfractaire tout autour ici. Voilà, ça permettra d'être plus en sécurité. Avec le bec, j'ai bien fait rentrer l'intérieur et rempli tout le tour. Je pense que ça a même dû déborder de l'autre côté et je vais les vérifier. Mais voilà, là c'est complètement rempli de mastic réfractaire. Ça évitera que ça chauffe et fasse fondre en fait l'isolant qu'il y a là-dedans, le polyuréthane. Et voilà, maintenant cette fois l'ensemble est bien fini. Aussi bien dessous que dessus, tout est bien fermé et étanche. On va voir maintenant comment on peut utiliser le contrôle de l'appareil avec les 3 boutons qui sont ici. Alors là, je viens de l'allumer, il est en mode manuel. Si je veux le passer en mode automatique, je reste appuyé ici. 3 secondes, ça passe en mode automatique. Vous remarquez que là, j'ai la mesure en degrés. Je peux régler de 8 degrés à 36. Donc là, j'ai toutes les positions. Voilà, c'est là la fourchette de mesure. Si je veux avoir la cellule à une certaine température, c'est là que je la règle. Voilà, si je le règle à 21 degrés ou 20 degrés par exemple, ça va rester comme ça en automatique. Si je me mets en mode manuel, je peux régler par niveau. Ça va de 1 à 10. Donc je vais baisser par exemple pour avoir le minimum ou le maximum. Bon, là, tout ça, c'est extrêmement simple. Je peux régler l'heure, je peux régler le moment du départ, du démarrage, je peux régler la durée du chauffage par tranche d'une demi-heure. Et puis, j'ai aussi un autre réglage que je vais vous montrer maintenant. J'appuie ici, voilà ici des références qui sont SO1, SO2, SO3, SO4, qui sont des réglages liés à ce qu'on fait ici. Par exemple, SO1, je règle... Ici, je reste appuyé sur SO1 et je vais régler ici l'heure. Pour le SO2, c'est le lancement du chauffage à l'heure que l'on désire. Pour le SO3, c'est le réglage de la durée de chauffage par tranche de 30 minutes. Pour le 4, c'est juste pour savoir si je le veux en degrés ou en Fahrenheit. Si je veux régler le réglage, il faut que j'appuie sur les 2 boutons en même temps. Et il me donne ici, soit germain, soit russe, soit anglais. Je vais garder anglais. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que l'on peut faire ici. C'est pas très pratique, mais bon. On peut le faire par le téléphone, mais pour l'instant, je suis pas arrivé. Vous voyez, il y a une fonction qui est ici Wi-Fi, Bluetooth, mais c'est assez compliqué pour y arriver. Pour un suivi sur son smartphone, il faut choisir, selon que l'on a un Apple ou un Android, scanner ce QR code et on tombe sur une application. Je vous montre l'application. Une fois que vous avez scanné, pour moi ici c'est l'Android, ce QR code, vous allez télécharger cette application qui est là et que je vais ouvrir. Donc il faut que d'abord que je me mette ici en Bluetooth. Je me connecte en Bluetooth et je vais trouver ici l'appareil dès que je vais lui demander de scanner. Mais il faut que je passe par d'abord le lancement sur la commande de la recherche
À la suite de ça, il faut suivre une procédure. Alors malheureusement, elle est tout en anglais. Vous voyez afficher ici un code qui va vous permettre de vous connecter au Bluetooth de votre smartphone. Et ensuite, vous suivez la procédure qui va vous permettre d'utiliser le smartphone pour faire vos réglages. Dans cette application, si vous arrivez à la faire fonctionner, vous avez ici la possibilité de faire tous les réglages, comme vous le voyez sur cet écran. Et là pour l'instant je suis pas connecté, donc voilà, il faut être connecté, et après ça vous allez pouvoir vérifier le langage, le mot. Bon, pour l'instant ça marche pas. Là vous voyez que je pourrais régler le niveau, hein, si j'ai l'application qui marchait. Vous avez l'altitude, or c'est très important parce que l'appareil que j'ai ici fonctionne en haute altitude, ce qui est bien lorsque justement le gaz ne fonctionne plus. Et là vous aurez évidemment la température atteinte, etc. Et ça marche pas puisque lorsque je vais sur Bluetooth, je voyais cet appareil n'apparaît nulle part. Je peux pas faire d'appareillement pour l'instant, donc pour l'instant j'abandonne. Après cet exposé un peu long, mais j'ai été complet j'espère, il faut faire un petit bilan. La première chose, c'est son prix, c'est très bon marché. La deuxième chose, c'est son efficacité. Et enfin, en troisième, la simplicité de l'appareil. Sans oublier la télécommande qui permet de s'en servir depuis son lit. Je n'ai pas aimé les réglages par l'écran de contrôle qui n'est pas très convivial et c'est pas du tout évident. Le niveau sonore de fonctionnement est quand même assez important, bien qu'on n'entende pas trop dans la chambre malgré tout comme c'est placé dans la soute. Mais la pompe tape et c'est assez pénible et la ventilation elle est un peu bruyante. Enfin, quelques-uns peut-être se plaindront du temps de latence pour arriver à un chauffage correct dans toute la cellule. Eh bien, cette fois, on a un système de chauffage double. On a le trou bas, parce que bon, je l'ai entretenu et il est reparti. Mais s'il nous pose problème, on aura le deuxième chauffage avec celui que vous avez vu installé aujourd'hui. Si aujourd'hui j'ai préféré avoir ces deux chauffages, c'est parce qu'on se prépare à partir cette année dans un nouveau voyage qui va nous amener vers le froid et en plein hiver. Vous savez, comme d'habitude, on part de février à fin août, début février, fin août, et on a une grosse partie d'hiver. Et en plus, cette année, pour cette grosse partie d'hiver, on va faire l'Irlande, l'Écosse, le Danemark, la Suède, la Finlande, pour aller en Laponie. Et je crois que pendant cette période-là, on va avoir plutôt du froid. Malheureusement, il n'est pas toujours possible de trouver du GPL en Scandinavie. Ce qui est possible d'ailleurs en Norvège, il n'y a pas de souci, ou en Suède, mais c'est pas possible en Finlande et notamment en Laponie, où on va passer la plupart de notre durée de séjour, parce que on y a des coins qu'on a déjà fréquentés et qu'on a envie de retrouver. Et donc, je suis bien content d'avoir un appoint de chauffage au gasoil, parce que ça, je pourrai trouver du gasoil tant que je veux, et je serai au chaud dans le camping-car. Parce que quand même, on a déjà fait des parties de pêche avec des gants qui étaient gelés et avec un chauffage qui fonctionnait pas. C'est pas l'idéal. On part avec des bonnes conditions. Et bien justement, ça sera l'occasion de voir les vlogs qu'on fera durant ce voyage. Oh, ça sera un peu plus tard. Pour l'instant, regardez les autres tutos qu'il y a sur la chaîne et les vlogs et les tests que je fais et que je partage avec vous. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas. C'est important pour la chaîne. Et puis, mettez des likes, mettez des commentaires. Et je vous dis à bientôt. Bye bye pour le prochain tuto.